Bonjour à tous, Estelle de Farming Together. On commence aujourd'hui le 3e épisode de la première saison. Je me trouve aujourd'hui dans le Loir-et-Cher, en Sologne. On se trouve sur la ferme de Frédéric Thomas qui s'est installé en 1996. Il est la 5e génération et dès son installation, il s'est lancé dans le semi-direct. Aujourd'hui, il a beaucoup d'expérience et beaucoup de choses à nous apprendre et on va justement faire le tour de son exploitation, voir ses parcelles, ses cultures et ses essais. Suivez-moi. Bonjour Frédéric. Bonjour Estelle. Tu vas bien? Ouais, et toi? Oui, ça va aussi. T'as bien avancé dans les semis? On a presque terminé. Il y a encore 4-5 hectares. Non, ça s'est bien passé. La météo a été sympa. On est content. Avant de faire un tour de ferme, je te paye un café? Ah, mais volontiers. Allez, viens. Avant qu'on fasse notre tour de plaine, je pense qu'on a beaucoup de choses à voir sur ta ferme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu par rapport à ton expérience, quelle évolution tu vois aujourd'hui? Tu le verras en faisant le tour de la ferme et des terres voisines. On est dans un milieu qui est extrêmement limitant. Donc en fait, j'ai été élevé dans ce milieu limitant où en fait, on récoltait pas vraiment tous les ans. On essayait de semer tous les ans, mais on récoltait pas tous les ans. Ensuite, début des années 80, j'ai pu partir par un système de bourse, travailler aux États-Unis, travailler un peu au Canada. J'ai été aussi faire une année culturale complète en Australie, ce qui m'a permis de voir plein de scénarios agricoles et de voir qu'il y avait des agriculteurs qui étaient dans des milieux extrêmement différents, certains milieux qui étaient très favorisés, d'autres qui étaient très défavorisés. Entre le Midwest américain, où c'est assez facile de faire 15 tonnes de maïs, et l'Australie, c'est plutôt 1,5 tonne de blé. Donc c'était à moi de trouver des solutions dans mon système limitant. J'ai eu la chance ensuite de rentrer en France en 85, de pouvoir rencontrer et d'intégrer les premiers réseaux qui commençaient à réfléchir à la simplification du travail du sol, qui m'a, entre guillemets, permis de mettre le pied à l'étrier, de tester, d'avoir les premières tentatives. À cette époque, on avait plus une approche machine. On pensait que c'était la machine qui allait nous permettre de faire du semi-direct. Et effectivement, il fallait des machines spécifiques, des machines performantes pour le faire, qu'on n'avait pas vraiment à l'époque. C'est déjà beaucoup mieux maintenant. Mais après ces 10 ans très tournés machine, on s'est aperçu que en fait, ce qui faisait que la machine était performante, c'était le sol, la qualité du sol. Et là, ça a changé énormément de choses. Il fallait toujours un équipement spécialisé. Mais en fait, si on veut arrêter de travailler la terre, il faut un sol performant. Et le semi-direct fonctionne bien à partir du moment où on a un sol qui fonctionne bien. Donc là, il a fallu intégrer la dynamique couvert dedans. Et la dynamique couvert a complètement modifié notre approche. C'est-à-dire d'une approche plutôt négative où on refusait le labour, on refusait le travail du sol. On est passé à une approche un peu positive, où on essayait de construire des sols qui étaient fonctionnels. Et donc les couverts nous ont permis déjà de redresser énormément les parcelles, d'arriver au semi-direct dans les couverts végétaux. Les couverts nous ont appris un peu plus tard à faire les colzas associés. C'est grâce à, disons, cette expérience couvert et association de différentes plantes qu'on s'est aperçu que les crucifères appréciaient les légumineuses et que les colzas pouvaient bien survivre dedans. D'ailleurs, je vous montrerai un couvert avec des beaux colzas à l'intérieur. Donc, c'est également les couverts qui nous ont ouvert plus récemment sur la notion de réintroduction de l'élevage, parce qu'on se trouve avec des potentiels de biomasse en interculture à la fin d'été, alors que les prairies sont grillées, qui sont beaucoup plus importantes que les prairies peuvent produire. Et donc, ça a vraiment été un déclic, et ce qui nous a mis dans une dynamique. Aujourd'hui, on est encore en train de bouger. On n'est pas dans une position statique, disons qu'on a tout trouvé. Et en fait, on a presque l'impression qu'on a encore plus d'idées aujourd'hui
qu'il y a plus d'une trentaine d'années lorsqu'on a démarré, où la seule idée c'était arrêter le travail du sol. Et aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de l'agriculture de conservation ? Disons que c'est vraiment l'émergence d'une troisième voie. C'est dommage qu'il ait fallu une trentaine d'années ou un petit peu moins pour l'avoir arrivé vraiment de manière sérieuse sur les territoires. Mais c'est une troisième voie qui est très solide par ses cohérences agronomiques, ses cohérences économiques, ses cohérences environnementales. Et en fait, qui a été mise en place par les agriculteurs qui ont cru, qui n'a jamais été financé, jamais été aidé, jamais été même promu, mais c'est ce qu'on a fait dans les champs et c'est la réussite des champs qui ont progressivement imposé l'agriculture de conservation. Et je te montrerai dans mes parcelles, et c'est ça la force de l'agriculture de conservation, on voit les résultats, on voit qu'on fait différemment, on voit l'activité biologique intégrée, réintégrer les sols. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins parce qu'on a plusieurs éléments qui se rencontrent de manière positive. On a déjà des références extrêmement solides qui sont en place, mais chez des agriculteurs. Disons, on a plus d'1 millier d'agriculteurs qui ont au moins 20 à 25 ans de pratique en France, avec de la réussite, mesurable, facile à constater. Ça, encore une fois, c'est la visite de l'exploitation qui vous montrera ça. On a à la fois aussi une quantité beaucoup plus importante. Le nombre a grossi et aujourd'hui, on entend parler d'agriculture de conservation partout. Même avant-hier, notre récent ministre de l'Agriculture présentait l'agriculture de conservation des sols à l'Assemblée nationale. Donc à la télé, à l'Assemblée nationale, chez les journalistes, on parle d'agriculture de conservation. Voilà, ne serait-ce que 2-3 ans, c'était un terme qui était complètement ignoré de ces gens-là, ignoré du grand public, alors que le grand public commence à connaître. L'ensemble des agriculteurs entend parler aussi ou à des voisins qui pratiquent de l'agriculture de conservation. Donc il y a un regard qui est assez positif par rapport à ça. Et puis, en termes de défis ou grands enjeux, aujourd'hui en matière de réchauffement climatique, c'est-à-dire on a, disons, un potentiel énorme. Alors déjà, dans la capacité à réinjecter du gaz carbonique, du CO2 dans les sols via la matière organique ou via la photosynthèse dans la matière organique. Et puis après, on est dans une période où ça s'est un peu refroidi, mais on a fait des mesures de température encore cet été. À partir du moment où on végétalise l'été, on couvre les sols avec de la végétation verte, on réduit de manière très conséquente et immédiate la température du sol. On a mesuré avec mon collègue Franck des différences de température de 10 degrés. Donc si on veut limiter rapidement le réchauffement climatique, il faut bien sûr capter du CO2 et le réinjecter dans les sols, mais il faut aussi refroidir les sols et le GIEC avait énormément était intervenu à ce sujet-là, la limitation des points chauds. Et donc là, l'agriculture de conservation a vraiment aujourd'hui un boulevard avec cette notion de carbone, cette notion de maîtrise du réchauffement climatique sur des aspects presque immédiats et sur des aspects moyen terme avec la séquestration du carbone, tout en étant positif au niveau biodiversité et d'autres attentes sociétales. Bon, mais super Frédéric, merci pour ces explications. On va aller voir sur le terrain maintenant ce que c'est un sol performant. Pas de souci. On va s'habiller un peu plus chaudement et puis on va mettre les bottes. Je vais te montrer des choses intéressantes. C'est la télé. Hein ?
Couvert qui fonctionne bien. Normalement. Donc ici on est dans un couvert végétal à peu près classique type Biomax qu'on sème tous les ans après un mélange céréalier. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a eu globalement 50 mm du 15 juin au 20 septembre. C'est comme un petit peu partout cette année, une année très compliquée au niveau météo. On s'est posé souvent la question, est-ce qu'il fallait ou est-ce qu'il ne fallait pas semer les couverts? Ma foi, on a semé les couverts. Ils ont souffert tout l'été, mais aujourd'hui on est bien content parce qu'on a eu de la pluie fin septembre et on a eu quand même de la croissance. Alors ce qu'on voit assez nettement, c'est que où la terre est très bonne, en fait les couverts sont là, et les ronds qui sont un petit peu plus compliqués dans le milieu du champ, en fait on n'a pas de couvert. Donc la météo a été très discriminante, mais ce qui montre encore tout l'intérêt d'avoir un sol qui fonctionne bien pour que les couverts réussissent. Voilà. Donc ça, c'est des couverts qui vont servir aussi d'alimentation pour les moutons, là cet automne et aussi une partie pendant l'hiver. Donc on a un mélange de plantes d'été et de plantes automnales et hivernales. On est toujours aussi en train de tester des choses nouvelles. Cette année, on est assez impressionné par les sorgho. C'est certainement une plante qui va être, qu'on mettait déjà dans les mélanges couverts, mais qui va devenir un peu plus dominante sur la ferme. Je vous montrerai à un autre moment d'autres sorgho. Donc là on est sur un sorgho plutôt type biomasse papetier, mais ça a été semé vraiment vers le 20 juillet. Quand on le sème de bonne heure, on peut faire des fortes biomasses. Ici, on est sur le sorgho plus classique, multicoupe, type Piper, qui est vraiment très costaud, qui pousse par le sec, qui peut être pâturé plusieurs fois et qui repousse après avec des enracinements profonds. Et il pousse quasiment aussi bien que de la luzerne en été. Ça, c'est assez intéressant pour une C4. Et puis ici, on est sur un autre sorgho qui est fourni par l'entreprise Semental. Ils appellent ça du blé égyptien. Mais on est sur un type aussi C4. Donc de cette manière-là, on implante un petit peu tout, on regarde comment ça marche. On est toujours en train d'essayer de trouver des améliorations dans la manière dont on gère et une meilleure connaissance des plantes pour trouver des combinaisons. Donc malgré l'année compliquée, on est super content du couvert qu'on a réussi à installer. Donc là on est sur la stratégie Biomax classique. Donc là on a du colza, du sorgho, on a du radis, on a de la vesse, on a des pois, on a de la facélie. On a certainement un peu d'avoine brésilienne, un petit peu de lin, du tournesol, du Niger. Donc on avait tout un tas de plantes classiques. Donc là, malgré les conditions, ça c'est une belle partie de la parcelle. On a réussi à faire lever. Alors on est derrière non pas une céréale, mais on est derrière un métail fourragé, donc un triticale févrole. Donc ça aide certainement. Parce qu'en fait, on a une paille avec un C sur N un petit peu plus faible et on a certainement un flux d'azote qui est un peu supérieur et qui permet d'aider au démarrage du couvert. Donc ça, on est en train d'explorer ça et c'est certainement un moyen de favoriser aussi le démarrage du couvert en ayant un précédent qui est associé. Et en plus, c'est un précédent qui n'a pas été désherbé. Parce qu'on était sur une stratégie double maïs. Ce qui a permis de faire la culture sans désherbage. Il y a quelques graminées à des endroits qui sont sortis, mais la parcelle était relativement propre, au moins dans ce secteur-là.
Donc zéro rémanence, de la fertilité, un C sur N plus faible, ça a permis de faire sortir le couvert. Alors là on est dans, je dirais, mon couvert moyen sur l'exploitation. En année normale de couvert, on va facilement dans ces zones-là doubler la biomasse. Donc là, on est certainement vers 3,5 tonnes, 4 tonnes de matière sèche. En année normale, on peut atteindre 8 tonnes de matière sèche sans problème sur les 3 mois qui nous séparent du 15 juillet au 15 octobre. Sachant qu'on peut pousser quasiment, faire de la biomasse jusqu'au mois de novembre. Mais là, on va déjà décliner. Donc, on a fait en record jusqu'à 11 tonnes de matière sèche dans ce type de couvert-là. Et le minimum était l'année dernière, c'est-à-dire 1 tonne de matière sèche. Donc voilà l'écart. Mais cette année, je suis encore agréablement surpris parce qu'on a passé tout l'été à se poser la question, est-ce qu'il fallait semer ou pas semer? Ben, visiblement, il fallait encore semer. Ici en Sologne, le gros gibier comme le sanglier par exemple est beaucoup trop présent, ce qui fait beaucoup de dégâts dans les parcelles et dans les cultures. Frédéric a mis en place un système pour réguler cette biodiversité et pour laisser la place aux petits gibiers. Donc ici on arrive dans une zone où on est sur ce qu'on appelle le projet biodiversité. Donc en fait le plus gros souci de l'exploitation c'est les sangliers. On est entouré de bois et en fait aujourd'hui, comme on est très peu d'agriculteurs, les sangliers viennent se nourrir chez nous. Ils viennent se nourrir d'autant plus chez nous qu'on a des vers de terre et c'est leur source de lysine, qu'on a des maïs qui sont très acceptables. Donc le restaurant est bien fourni. Donc ils viennent chez nous. Donc en fait, on a développé une stratégie globale, un petit peu la même approche que l'agriculture de conservation pour minimiser les sangliers. C'est la clôture. Donc une majorité des parcelles sont clôturées électriques. Donc ça, c'est des coûts, c'est de l'entretien, c'est du temps. On a également développé un peu la partie chasse. Pour en éliminer un maximum. Et puis on a développé aussi un projet qu'on nomme biodiversité, c'est-à-dire faire revenir un peu le petit gibier pour faire que la chasse qui est devenue une chasse au gros redevienne une chasse au petit gibier. Donc sur ce projet-là, on collabore avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité, l'ancien Office national de la chasse et de la faune sauvage, et puis avec l'Association française pour la conservation du petit gibier. Et donc en fait, ça permet de faire venir des experts en matière de chasse, en matière d'aménagement, des gens qui ont des idées. La bande de sorgho, par exemple, on a rétréci la parcelle de maïs un petit peu, installé une bande de sorgho, ça permettait de tester déjà ce sorgho papetier géant. En termes de biomasse, c'est vraiment impressionnant, sachant que le maïs il était mort depuis longtemps. Le sorgho est toujours vivant et on va produire une quantité de matière sèche énorme. Moi, je suis quelqu'un qui court après la matière sèche. Donc on se dit aussi, s'il faut nourrir des animaux, on a aussi beaucoup plus de performance. Là, on va facilement être à 12-13 tonnes de matière sèche. Cette parcelle-là permet aussi, comme la parcelle de maïs est récoltée, de continuer à offrir un couvert assez dense pour éventuellement les oiseaux qui pourraient venir s'y cacher. Et puis, comme s'il y a des sangliers, eh bien, ils vont être dans un petit espace, donc ce sera un peu plus facile de les chasser que dans une parcelle de maïs. Et autre point qu'on a mis en place,
c'est qu'on a redispatché les anciens outils de la ferme, un petit peu partout sur l'exploitation. Il y a un vibro là-bas, il y a des herses là, il y a le rouleau ici. Et en fait, c'est pour permettre aux oiseaux de venir se cacher s'ils sont attaqués par des rapaces ou voire nichés, et ils ne seront pas débusqués par les sangliers, parce que les sangliers, c'est le plus gros prédateur de tous les oiseaux qu'on peut essayer de développer sur l'exploitation. Donc, on a installé au pied de poteaux électriques des petits jardinets, on a installé des bandes enherbées qui sont des bandes de pâturage. Donc il y a toute une dynamique qui est remise sur l'exploitation pour faire émerger un peu cette diversité et gérer le sanglier parce qu'en fait l'agriculture de conservation est extrêmement favorable à toute cette faune qui peut nous être favorable en retour. Mais à partir du moment où on a un méga prédateur, je vois cette faune commencer à émerger dans mes parcelles, mais pas s'installer comme elle le devrait sur mon territoire. Donc en fait, c'est dans ce projet-là, je cherche à minimiser l'impact que j'ai sur mes cultures, mais aussi à voir émerger disons, la biodiversité que l'agriculture de conservation doit m'amener. Oui, parce que c'est... Donc là, on a encore une fois changé de parcelle. On arrive dans une autre tentative. Alors, faut être clair, la grande totalité, la grande partie de la ferme est quand même gérée de manière assez conventionnelle en agriculture de conservation et de manière assez rationnelle. Après, je consacre facilement 10% de ma surface à des tentatives pour essayer d'apporter des solutions nouvelles. Ça, c'est parce que, en tant qu'agriculteur, je pense qu'il faut toujours être dans le mouvement et préparer demain. C'est aussi par rapport au reste de mes activités, j'ai envie de vérifier, j'ai envie de tester, j'ai envie d'être sur les limites un petit peu de ce qu'on sait faire aujourd'hui et de me faire aussi une opinion sur ces choses-là dans mon contexte. Parce que c'est en observant tout un cycle qu'on arrive à trouver les combines comme on l'a fait pour le colza associé, pour arriver à mettre en place un itinéraire culturel innovant. Alors ici, on est sur une orge ultra précoce. Elle a été semée le 23 juillet. Alors ça fait plusieurs années que je tente avec plutôt des déceptions. Et là, en fait, pour réussir, j'ai changé le précédent. Et on était sur un antécédent maïs gras sur lequel j'ai semé un mélange de légumineuses, févrole, poivès, avec un petit peu de radis pour le tenir un petit peu, qui a été moissonné au mois de juillet. Donc ça nous a fait 2 tonnes de semences de couverts de haute qualité, puisqu'on est sur la févrole, de la vesse, et le pois c'est du pois assas, hein, du pois fourragé. Donc des valeurs aux alentours de 500-600 € la tonne quand on mélange tout. Donc très content de la végétation. Une année normale, on pourrait certainement faire mieux en matière de rendement. On a également fait un anti-graminé pour que la parcelle soit propre en matière de graminées. Et puis sitôt la récolte de ce mélange, on est venu semer de l'orge. Et donc elle a passé tout l'été dans des conditions extrêmement difficiles. On a quand même réussi à la positionner à 4 cm et donc elle s'en est sortie, elle a survécu. Et là, ça a été les repousses et du salissement qui s'est installé avec les pluies de septembre. Et donc, en fait, plutôt que de passer un broyeur,
on a fait passer les moutons. C'est un petit peu notre broyeur de l'exploitation aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a une orge qui est installée avec un niveau de talage qui est assez impressionnant. Et voilà. On a un niveau de salissement dicote qui est très fort. Hein, la parcelle n'a pas été désherbée à l'antidicote sur le précédent cultural. Hein, donc on a un enracinement qui est sympathique. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Voilà. Désolé, il y a des vers de terre partout chez moi. Donc ça, c'est de l'orge qui a survécu à l'été. Voilà, elle a été semée un petit peu profond. Voilà l'état d'un pied d'orge. Un deuxième ici, avec un gros système racinaire. Mais quand on voit en matière de talage potentiel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est globalement à une dizaine de tales par pied. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, on va avoir un désherbage dicote de la parcelle et on va essayer de l'emmener jusqu'au bout. L'objectif de semer précoce, c'est d'éviter d'avoir à semer un couvert, donc on gagne une implantation, d'utiliser les repousses en fait, de la culture précédente qui est un mélange de légumineuses comme plante associée de la céréale, d'avoir un potentiel pâturage d'automne qui est également déjà un premier retour dans le système et ensuite de limiter la quantité d'azote qu'on va mettre dessus puisqu'on aura déjà une culture qui est installée et éventuellement une récolte un petit peu plus précoce. Si on peut gagner 8 jours à la récolte, ce sera extrêmement positif parce que là on aura vraiment une récolte vers le 22-23 juin. Ça nous permettrait d'installer avec beaucoup de confiance une deuxième récolte derrière qui pourrait être un sarrasin, qui pourrait être un millet, avant de revenir éventuellement sur un métail céréalier là qui serait à destination d'éleveurs. Cet épisode est maintenant terminé, mais je vous donne rendez-vous dès vendredi pour la suite de la visite de la ferme de Frédéric, puisqu'il nous expliquera comment il a intégré de l'élevage sur son exploitation, qui est une exploitation céréalière. Mais en attendant, je vous laisse sur ces belles images. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.